Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Oui, dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 12 juin 2015. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose à la suite des textes publiés sur Facebook par notre écrivain, Victor Lévy-Beaulieu. Un texte, l'homme de la plus haute autorité. J'aurais pu dire aussi l'homme de la plus haute nécessité, l'homme de la plus haute autorité. C'est une expression qu'il a empruntée à Jacques Ferron pour se désigner de ces personnages, ces hommes, de ces êtres humains qui nous sont si essentiels. Et cette question-là, d'être ou non un être humain essentiel pour les autres, est à mon sens la question la plus fondamentale que nous pouvons nous poser. Sommes-nous essentiels? Nous sommes-nous rendus essentiels pour autrui? On peut tout ramener à soi. Vous connaissez la formule de Freud. Freud disait que lorsque nous sommes jeunes, il est important d'être égoïste. Parce que nous devons faire notre place dans ce monde. Nous devons fonder une famille, si nous en avons envie, se trouver un travail, faire sa place, autrement dit. Mais que cette place-là, une fois acquise, eh bien, nous devons nous tourner vers les autres. Nous devons ouvrir notre esprit à autrui. Et généralement, ce processus-là d'individuation survient autour de la mi-quarantaine, début de la cinquantaine. Si nous manquons cette étape-là de notre existence, si nous nous rendons pas essentiels à autrui, eh bien, nous disparaissons dans l'indifférence générale, comme ces vieillards à qui personne ne rend visite, car ils ne sauront, ils n'auront eu d'intérêt que pour eux-mêmes tout au long de leur existence, et ils auront manqué ce chapitre. Je vais vous montrer ceci. Tenez, Alice Parizeau, son autobiographie qu'elle a écrite sur son, j'allais dire sur son lit de mort, mais qu'elle a écrit pendant qu'elle subissait un redoutable traitement de chimiothérapie. Vous savez, Alice Parizeau était la première épouse de cet homme-là, de la plus haute nécessité. Et je l'ai parcouru, d'ailleurs c'est le thème un petit peu de la vidéo, je m'en suis porté acquéreur hier à la librairie Normand Béthune, sise sur la rue Frontenac, à côté du métro Frontenac, une librairie d'extrême gauche où on y trouve les œuvres complètes de Marx, de Lénine et Bakounine et tous les penseurs communistes, ou en tout cas d'obédience marxiste. Et ils ont une section de livres à rabais, vous trouvez celui-ci, que je cherchais, que je voulais lire. Et là, je peux vous confier ici l'expérience douloureuse que je vis régulièrement comme libraire. Eh bien, les livres d'Alice Parizeau, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier dans le Côte-des-Neiges. Je n'en tiens pas dans ma librairie pour une seule et unique raison. Jamais on m'en a demandé. Jamais personne s'est présenté devant mon comptoir pour me dire « Avez-vous des ouvrages d'Alice Parizeau ?» Et j'ai un bac à 1$ devant ma librairie et il m'est arrivé régulièrement d'y déposer des livres d'Alice Parizeau et jamais j'en ai vendu aucun, incluant son roman Côte-des-Neiges qui se déroule à Côte-des-Neiges. Le métier de libraire est un métier qui nous ouvre les yeux sur l'écriture, sur ce qui arrive au livre une fois publié. Et croyez-moi, c'est une école de modestie pour quiconque a envie encore d'écrire et quiconque se pique d'écrire. Devenez libraire pendant quelque temps, vous allez voir le sort qui est réservé à vos ouvrages. Si vous êtes encore capable de continuer d'écrire malgré cette épreuve de l'oubli, de la négligence, de l'abandon, eh bien, c'est que vous êtes vraiment fait pour l'écriture. Alors, pourquoi je vous parle aussi d'Alice? C'est que moi, je n'ai jamais cessé, à l'instar de Beaulieu, de penser à Alice depuis le décès de Jacques Parizeau. Et aussi, je n'avais jamais cessé d'y penser à cette première épouse qui, comme le rappelle Beaulieu, a participé à l'insurrection de Varsovie et a été internée dans un camp allemand. Ça a été une résistante farouche, s'est installée au Québec, qui a eu le goût de vivre
une vraie survivante. Et elle disait quelque part que les vrais survivants, en tout cas les véritables survivants, n'ont jamais envie de prendre leur revanche sur la vie. Ils ont envie de passer à d'autres choses et qu'ils n'ont pas envie également qu'on les mette sur un piédestal. Alors je conclus en disant que quand on aime quelqu'un, comme ce couple-là s'est aimé, visiblement, eh bien, par une espèce d'osmose, on partage les souvenirs. Je suis certain que Jacques avait cette sensibilité-là, d'être capable d'imaginer sa jeune Alice dans, à l'intérieur des murs de Varsovie, sous la domination nazie, qu'il a été capable de l'imaginer également fuyant le régime soviétique, qu'il a été capable d'imaginer toutes les privations qu'elle a connues, la faim, la misère, les punaises, les appartements vétustes, partagés à plusieurs, et qu'il a su, par osmose, recevoir son traumatisme, et il a été un guérisseur, je pense. L'amour guérit, vous le savez. Et quand on aime vraiment, eh ben, on reçoit cette souffrance-là d'autres, on l'absorbe. Alors, je vous quitte là-dessus. Je crains que YouTube interrompe la vidéo. Je vous remercie d'être avec moi. Connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour l'instant, en fait, je ne peux même pas vous dire ça. J'ai pas encore réussi à reconfigurer, mais ça ne tardera pas. Et je suis pas encore tout à fait à l'aise de faire ces vidéos-là dans ma librairie, le livre voyageur que vous connaissez déjà. Merci, je vous embrasse tous. Au revoir, bonne journée et à demain, peut-être.